J'ai vu ma belle-fille, Amélie, jeter la couverture de bébé de ma petite fille, Isabelle, à la poubelle. Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai couru vers la benne à ordures et je l'ai sauvée avant qu'il ne soit trop tard. En pensant à Isabelle, j'ai attrapé cette couverture et je l'ai ramenée directement chez moi. Quand je l'ai étalée sur le lit, mes doigts ont touché quelque chose d'étrange. Il y avait un objet dur, cousu à l'intérieur du tissu, caché entre les couches de coton. La curiosité m'a envahi comme un frisson glacial. J'ai attrapé une paire de ciseaux dans le tiroir. Mes mains tremblaient, tandis que j'ouvrais délicatement la couture, fil par fil. Et quand j'ai vu ce qui était caché à l'intérieur, j'ai été en état de choc complet. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose de si petit, de si silencieux, puisse contenir une telle horreur. Car ce que j'ai trouvé n'était pas seulement un objet, c'était la preuve d'un mensonge qui avait duré des années. C'était la vérité sur la mort de mon fils. C'était le plus sombre secret que ma belle-fille avait gardé. Et quand j'ai compris ce que cela signifiait vraiment, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Hélène et j'ai 69 ans. Je vis seule dans cette maison depuis 3 ans, depuis le jour où j'ai perdu mon fils unique. Mathieu n'avait que 32 ans quand il est mort. C'était en septembre, un mardi après-midi. J'ai reçu un appel d'Amélie, en pleurs, hurlant, me disant que Mathieu avait eu un accident, qu'il était tombé dans les escaliers de leur maison, qu'il s'était cogné la tête, qu'il ne réagissait plus. Je suis arrivée à l'hôpital en 15 minutes. J'ai conduit comme une folle. Mes mains transpiraient sur le volant. Quand je suis entrée aux urgences, Amélie était assise sur une chaise, le visage dans les mains. Elle portait une robe gris-perle. Elle avait des taches de sang sur les manches. Elle m'a vue et a couru vers moi. Elle m'a serrée dans ses bras. Elle a sangloté contre mon épaule. Je voulais juste voir mon fils. J'avais besoin de le voir. Un médecin est sorti. Il nous a regardés avec cette expression que tous les médecins ont quand ils s'apprêtent à annoncer une mauvaise nouvelle. Et il a prononcé les mots qui ont détruit mon monde. Mathieu était mort. Traumatisme crânien sévère. Il n'avait rien pu faire. J'ai crié. J'ai pleuré. Je me suis effondrée sur le sol froid de l'hôpital. Amélie m'a soutenue. Elle m'a dit que tout irait bien, que Mathieu aurait voulu que nous soyons fortes, mais rien n'allait bien. Plus rien ne le serait jamais. Mon mari était mort il y a 15 ans d'une crise cardiaque. Et maintenant, mon fils était parti aussi. Mathieu était tout ce qui me restait. Il était médecin, brillant, dévoué. Il passait de longues heures à l'hôpital pour sauver des vies. Il avait épousé Amélie 2 ans avant sa mort. Elle était infirmière aussi. Ils s'étaient rencontrés au travail. Il me l'a présentée un dimanche après-midi. Je me souviens qu'elle portait une robe de couleur crème et son sourire était parfait. Trop parfait. Mais Mathieu était amoureux. Ses yeux brillaient quand il la regardait. Il m'a dit qu'elle était la femme de sa vie, qu'il voulait fonder une famille avec elle. Et j'ai voulu le croire. Je voulais croire que mon fils avait trouvé le bonheur. 1 an après le mariage, Amélie est tombée enceinte. Mathieu était euphorique. Il m'appelait tous les jours pour me raconter comment le bébé grandissait. Ils ont acheté une nouvelle maison dans un petit village tranquille de Bourgogne. Ils ont peint la chambre de la petite fille en rose poudré. Mathieu a monté lui-même le berceau. Je me souviens de l'avoir vu si heureux, si plein d'espoir. Et quand Isabelle est née, j'ai eu l'impression que la vie m'avait fait un cadeau, une seconde chance d'aimer, de prendre soin. Ma petite fille était magnifique, petite, délicate, avec les yeux sombres de Mathieu. J'avais tricoté cette couverture vert menthe de mes propres mains.
Il m'a fallu des semaines pour la terminer. Chaque maille était un morceau de mon amour pour elle. Mathieu l'adorait. Il disait qu'elle était magique, que chaque fois qu'il enveloppait Isabelle dedans, l'enfant arrêtait de pleurer. Il gardait cette couverture comme un trésor. C'est pourquoi, ce jour d'octobre, 3 ans après ce terrible accident, mon cœur s'est arrêté net en la voyant, Amélie, ma belle-fille, se diriger vers les conteneurs à ordures municipaux au bout de la rue. Elle ne se contentait pas de jeter quelques sacs. Elle semblait purger la maison, traînant avec une force surprenante 3 grands sacs noirs qui semblaient lourdement chargés. De l'un d'eux, un coin de tissu vert menthe dépassait, une couleur si distinctive, si intimement liée à mes souvenirs les plus chers, que je l'aurais reconnue entre mille. C'était la couverture d'Isabelle. La couverture que j'avais passé d'innombrables heures à tricoter. Chaque point imprégné de mes espoirs et de mes prières pour la petite vie qui allait arriver. La voir ainsi, à moitié sortie d'un sac poubelle, destinée à être jetée avec les détritus, m'a frappé comme un coup de poing. Une violence sourde a envahi le geste d'Amélie lorsqu'elle a soulevé le sac et l'a jeté dans la benne avec un bruit sourd et final. Elle a agi avec une sorte de dégoût, comme si cet objet, ce symbole de mon amour pour sa fille, était quelque chose de répugnant qu'elle devait expulser de sa vie. Je suis restée figée dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, seulement de passer pour apercevoir la maison, un rituel douloureux que je m'imposais de temps en temps. Mais cette scène m'a clouée sur place. Pourquoi ? Pourquoi jeter quelque chose qui avait tant de valeur sentimentale, un lien tangible avec Mathieu qu'il avait tant aimé ? J'ai attendu, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'Amélie ferme le couvercle de la benne et retourne à l'intérieur de la maison sans un regard en arrière. Une fois la porte refermée, un mélange de rage et de chagrin m'a propulsée hors de mon véhicule. Mes jambes tremblaient, mais ma détermination était de fer. Je ne pouvais pas laisser ce morceau de mon cœur, ce dernier lien avec mon fils, pourrir au milieu des ordures. J'ai traversé la rue, soulevé le lourd couvercle en plastique et plongé les mains dans les sacs sans hésitation. L'odeur de café froid et de restes de nourriture m'a piqué les narines, mais je l'ai ignorée. Mes doigts ont fouillé, écartant des emballages et des débris, jusqu'à ce qu'ils rencontrent la douceur familière de la laine. Je l'ai tirée, la libérant du sac. Elle était sale, froissée, imprégnée d'un parfum cher et entêtant, celui d'Amélie, un parfum qui masquait une odeur de négligence. Je l'ai serrée contre ma poitrine, un trésor sauvé des flammes, et je suis retournée à ma voiture, sans jeter un seul regard vers la maison qui abritait tant de mensonges. Sur le chemin du retour, les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Chaque feu rouge, chaque tournant me ramenait à Mathieu, à son sourire, lorsqu'il avait vu la couverture pour la première fois, à la douceur avec laquelle il enveloppait sa fille dedans. Cette couverture n'était pas un simple morceau de tissu, c'était la mémoire de son amour, la promesse d'un avenir qui lui avait été volé. Le fait qu'Amélie puisse la jeter avec un tel mépris me révélait une facette de sa personnalité que j'avais toujours soupçonnée, mais jamais osé affronter. Une froideur calculatrice, un manque de cœur que le deuil seul ne pouvait expliquer. En arrivant chez moi, j'ai verrouillé la porte à double tour, comme pour me protéger du monde extérieur et du choc que je venais de subir. Je suis allée directement dans ma chambre, le seul endroit où je me sentais encore en sécurité, un sanctuaire rempli des souvenirs de mon mari et de mon fils. J'avais besoin d'être seule avec cette couverture, de comprendre le sens de ce geste sacrilège. Je l'ai étalée sur mon lit avec une précaution infinie, comme si elle était une relique fragile.
Mes mains ont lissé les plis, essayant de lui redonner sa forme originelle. Elle était sale, certes, mais la structure était intacte. Les bordures en dentelle que j'avais mis tant de soin à réaliser étaient toujours solides. La couleur vert menthe, bien que ternie, semblait encore vibrer sous la lumière de ma lampe de chevet. J'ai commencé à la caresser, à parcourir du bout des doigts sa surface entière, retrouvant la texture de chaque maille que j'avais formée des années auparavant. C'était un pèlerinage tactile, un moyen de me reconnecter à un temps plus heureux. Et c'est alors que je l'ai senti. En plein centre de la couverture, une protubérance dure, de forme rectangulaire, était dissimulée entre les 2 couches de tissu. Ce n'était pas une partie du rembourrage, qui était doux et uniforme partout ailleurs. C'était quelque chose d'étranger, un objet qui n'avait rien à faire là. Quelqu'un l'avait placé là délibérément. Mon cœur, qui s'était un peu calmé, s'est remis à battre à une vitesse folle. Mes paumes sont devenues moites. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi y avait-il quelque chose de caché à l'intérieur de la couverture de ma petite fille? Poussé par une intuition soudaine et angoissante, j'ai retourné la couverture, inspectant chaque centimètre carré. Mes yeux ont cherché une ouverture, une couture différente, un signe de manipulation. Et je l'ai trouvé. Sur le bord inférieur, presque invisible à l'œil nu, il y avait une ligne de point parfait, réalisée avec un fil de la même couleur que la laine. La couture était si impeccable qu'elle se fondait dans le tricot, mais elle était différente de mon travail. C'était une couture faite à la machine, précise et serrée, contrastant avec mes points manuels légèrement irréguliers. Quelqu'un avait ouvert la couverture, y avait inséré cet objet, puis l'avait refermé avec une telle minutie qu'il était presque impossible de le remarquer. Cette découverte a fait naître en moi une nouvelle vague de questions, plus urgentes et plus sombres. Qui aurait fait ça et pourquoi? Était-ce l'œuvre d'Amélie? Et si oui, dans quel but? Je me suis dirigée vers ma table de nuit, le cœur au bord des lèvres. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti ma petite paire de ciseaux de couture, les mêmes que j'avais utilisés pour couper le fil final de cette couverture des années plus tôt. Ironie du sort. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à les tenir fermement. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte en moi. J'ai trouvé le début de la couture suspecte et j'ai commencé à couper. Lentement, fil après fil. Chaque petit snip des ciseaux résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de ma chambre. J'avais l'impression de profaner quelque chose, d'ouvrir une boîte de Pandore que je n'aurais jamais dû toucher. Mais il était trop tard pour reculer. La curiosité, mêlée à une peur terrible, était plus forte que tout. Je devais savoir. Je devais comprendre. J'ai coupé les derniers fils. L'ouverture était là, béante. Avec une main hésitante, j'ai glissé mes doigts à l'intérieur. J'ai senti quelque chose de froid, de lisse et de métallique. Je l'ai sorti avec précaution, et quand je l'ai eu dans mes mains, tout l'air a semblé s'échapper de mes poumons. C'était un téléphone portable, petit, noir, éteint. Un modèle ancien, datant d'au moins 4 ou 5 ans. Je le tenais comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Un flot de questions, plus terrifiantes les unes que les autres, a envahi mon esprit. Pourquoi Amélie aurait-elle caché un vieux téléphone dans la couverture d'Isabelle? Depuis combien de temps était-il là? Pourquoi l'avoir cousu avec tant de soin, pour ensuite tout jeter des années plus tard? Le geste de jeter la couverture prenait soudain un sens nouveau et sinistre. Elle ne se débarrassait pas d'un souvenir. Elle se débarrassait d'une preuve. J'ai fouillé dans le tiroir de ma commode
Un de ces tiroirs fourre-tout où l'on garde les choses au cas où. Je savais que j'avais conservé un vieux chargeur universel, un vestige de mes anciens appareils électroniques. Après quelques instants de recherche frénétique, je l'ai trouvé. Je l'ai branché sur la prise murale, le cœur battant à grands coups. J'ai connecté le téléphone et j'ai attendu. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité. Ma respiration était courte, saccadée. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je fixais l'écran noir, priant pour qu'il s'allume, tout en redoutant ce que j'allais y trouver. Soudain, l'écran a vacillé. Une faible lumière est apparue dans un coin, l'icône de la batterie qui se chargeait. Un soupir de soulagement et d'angoisse mêlée m'a échappé. Il fonctionnait. Je suis restée assise sur le bord de mon lit, les yeux rivés sur le petit appareil, comme si ma vie en dépendait. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Le temps s'étirait, se tordait. Finalement, l'écran s'est allumé complètement. Le logo d'un ancien fabricant est apparu, puis le menu principal s'est affiché. Il n'y avait pas de mot de passe, pas de code de sécurité. Il s'est ouvert directement, comme si quelqu'un avait voulu qu'il soit facile d'accès, ou peut-être comme si cette personne n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'autre le trouverait. Mes doigts tremblaient au-dessus de l'écran tactile. Il y avait plusieurs applications. Messages, galeries, contacts, notes. Des icônes simples, familières, mais qui me semblaient maintenant chargées d'une menace indicible. Par où commencer? Mon instinct m'a guidé vers la galerie. J'ai touché l'icône, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des photos, beaucoup de photos. La première était un portrait d'Amélie. Elle était dans un restaurant élégant, un verre de vin à la main, souriante. Mais elle n'était pas seule. Un homme était à côté d'elle, jeune, séduisant. Il avait son bras autour de ses épaules et l'embrassait sur la joue. C'était un baiser intime, pas celui d'un ami ou d'un collègue. J'ai regardé les détails de la photo. Il y avait une date incrustée dans les métadonnées. Elle avait été prise il y a 4 ans. 4 ans. Mathieu était encore en vie. Amélie était encore mariée à mon fils. Une douleur sourde et aiguë m'a transpercé le cœur. Quelque chose s'est brisé en moi, une dernière parcelle de confiance, un dernier espoir que j'avais pu mal interpréter ses actions. J'ai continué à faire défiler les images, la main tremblante. D'autres photos. Amélie avec le même homme sur une plage, dans une chambre d'hôtel, dans une voiture. Ils s'enlaçaient, s'embrassaient, se regardaient avec une complicité qui ne laissait aucune place au doute. Toutes les photos datèrent de cette même période, il y a 4 ans. Amélie avait une liaison. Elle trompait Mathieu. Et mon fils, mon pauvre fils aveuglé par l'amour, n'avait jamais rien su. Il ne s'était jamais douté de rien. Des larmes de rage et de chagrin ont commencé à couler le long de mes joues. Mon fils avait aimé cette femme de tout son être. Il lui avait fait confiance, lui avait donné sa vie, sa maison, son nom. Et elle l'avait trahi de la manière la plus vile. Mais ce n'était pas tout. Je le sentais au plus profond de moi. Ce n'était que la surface. J'ai continué à explorer le téléphone. Il y avait des vidéos, plusieurs fichiers sauvegardés dans un dossier séparé, intitulé simplement « Souvenirs », un titre ironique et cruel. J'ai touché le premier. L'écran est devenu noir un instant, puis l'image est apparue. C'était un enregistrement amateur, la caméra posée sur un meuble, offrant un angle de vue fixe. J'ai reconnu immédiatement le salon d'Amélie et Mathieu. Le canapé gris, la table basse en verre, le tableau abstrait sur le mur que Mathieu avait choisi avec tant de soin. Puis, ils sont apparus dans le cadre. Amélie et cet homme, son amant. Ils sont entrés en riant, visiblement détendus. Elle portait une robe lavande. Il la tenait par la taille. Il l'a embrassée passionnément,
longuement, dans la maison même qu'elle partageait avec mon fils. Puis, ils sont tombés sur le canapé. La scène était claire, trop claire. Je n'avais pas besoin de voir la suite. J'ai arrêté la vidéo, le souffle coupé. La nausée m'est montée à la gorge. J'avais l'impression d'être une voyeuse, de regarder quelque chose de profondément obscène, pas seulement à cause de l'acte lui-même, mais à cause de la trahison qu'il représentait. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais en savoir plus. Je devais comprendre toute l'étendue de sa duplicité. J'ai quitté la galerie et ouvert l'application de messages. Il y avait de longues conversations entre Amélie et un contact enregistré sous la simple lettre H. Hugo, sans aucun doute. J'ai commencé à lire, remontant au tout début de leur échange. Les messages dataient également de 4 ans. Au début, ils étaient passionnés, remplis de déclarations d'amour et de désir. Amélie lui disait à quel point il lui manquait, qu'elle ne supportait plus d'être loin de lui, qu'elle détestait devoir faire semblant avec Mathieu. Ce nom, Mathieu, mon fils, écrit noir sur blanc dans ses messages. Elle parlait de lui comme d'une nuisance, d'un obstacle sur son chemin, d'un rôle qu'elle était fatiguée de jouer. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Elle ne l'avait jamais aimé. Tout n'avait été qu'une comédie. Les messages se sont poursuivis et leur ton a changé. Ils sont devenus plus sombres, plus désespérés. Amélie écrivait à cet homme qu'elle voulait être avec lui, qu'elle voulait une vie commune, mais que Mathieu n'accepterait jamais le divorce. Elle le décrivait comme étant trop traditionnel, trop attaché aux apparences, affirmant qu'il ne la laisserait jamais partir. C'était un mensonge. Mathieu l'aimait. Il aurait tout fait pour son bonheur, même si cela signifiait la laisser partir. Mais elle le peignait comme un geôlier pour justifier ses propres pensées macabres. Et puis, un message est apparu qui a brisé ce qui restait de mon âme. Il doit y avoir un autre moyen. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut qu'il disparaisse. Mes mains ont lâché le téléphone. Il est tombé mollement sur le lit. Ma respiration s'est arrêtée. J'ai relu ce message, encore et encore, les mots dansant devant mes yeux. Il faut qu'il disparaisse. Ce ne pouvait pas être vrai. Je ne pouvais pas être en train de lire ce que je pensais lire. C'était un cauchemar. J'ai repris le téléphone, les doigts gourds. J'ai continué à faire défiler la conversation, comme attiré par l'horreur. La réponse de l'homme, H, est arrivée quelques minutes plus tard. Ne dis pas de folie. Sois patiente. On trouvera une solution. Il semblait effrayé, ou du moins prudent. Mais Amélie a insisté. Message après message, sa frustration et son impatience grandissaient. Je ne veux plus attendre. Je veux être avec toi maintenant. Mathieu est le problème. S'il n'était pas là, nous serions libres. Quelques jours plus tard, un autre message, encore plus glaçant. J'ai parlé à quelqu'un qui peut nous aider. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. L'homme a répondu, visiblement inquiet. Qu'as-tu fait? À qui as-tu parlé? Mais Amélie n'a donné aucun détail. Elle a juste dit que bientôt, tout serait résolu. Que bientôt, ils seraient libres. Que bientôt, ils pourraient être ensemble sans se cacher. Après ce message, la conversation s'est terminée brusquement. C'était une semaine avant la mort de Mathieu. Il n'y avait plus aucun message après cette date, comme s'ils avaient tous les deux cessé d'utiliser ce téléphone, comme s'ils avaient voulu effacer toute trace de leur complot. Je me suis levée du lit, chancelante. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre, essayant de donner un sens à ce que je venais de découvrir. Amélie avait planifié quelque chose. Elle avait parlé de faire disparaître Mathieu, et une semaine plus tard, mon fils était mort. Était-ce vraiment un accident? Une chute malencontreuse dans les escaliers? Ou était-ce autre chose?
Les mots du médecin résonnaient dans mon esprit. Traumatisme crânien sévère, chute dans les escaliers. Mais maintenant, tout prenait un sens différent. Un sens horrible, monstrueux. Je me suis jetée à nouveau sur le téléphone. J'ai vérifié la dernière application, les notes. Il n'y avait qu'une seule entrée, écrite 2 jours avant la mort de Mathieu. Elle disait « Mardi, 15 heures. Il sera seul. Tout doit paraître naturel, un accident. Personne ne doit se douter de rien. » Mes jambes ont flanché. Je me suis assise lourdement sur le lit. Les larmes coulaient, de manière incontrôlable sur mon visage. Des larmes de douleur, de rage et de pure horreur. Mon fils n'était pas mort dans un accident. Mon fils avait été assassiné. Et Amélie, la femme en qui il avait eu confiance, la mère de sa fille, avait tout orchestré. Elle l'avait tué de sang-froid, pour un homme et pour la liberté de vivre une autre vie. La nuit qui a suivi a été la plus longue de mon existence. Je suis restée assise sur mon lit, le téléphone à la main, lisant et relisant ses messages, regardant ses photos, visionnant en boucle les premières secondes de cette vidéo sordide. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque phrase confirmait ce que mon cœur savait déjà, mais que mon esprit refusait d'accepter. Mathieu n'était pas tombé. On l'avait poussé, on l'avait tué. Et la femme qui avait juré de l'aimer, jusqu'à ce que la mort les sépare, avait planifié chaque détail. Elle avait orchestré sa mort comme on organise un déménagement ou un changement de carrière, avec une froideur et une efficacité terrifiantes. Les larmes ont fini par se tarir, laissant place à un vide profond dans ma poitrine. Un trou noir qui avalait tout, mes souvenirs d'Amélie, les moments de bonheur en famille que je croyais réels, l'image que j'avais d'elle en tant que mère et épouse. Tout s'était effondré en quelques heures. Lorsque les premiers rayons du soleil ont commencé à percer à travers mes volets, j'ai pris une décision. Une décision ferme et irrévocable. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Je ne pouvais pas laisser Amélie continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était, élevant Isabelle avec ses mains tachées de sang. Les mêmes mains qui avaient planifié de tuer mon fils. Mais je savais que je ne pouvais pas agir seule. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui ne penserait pas que je suis une vieille femme folle et endeuillée. Quelqu'un qui me croirait. J'ai pensé à la police, bien sûr. Mais comment pouvais-je me présenter au commissariat avec un téléphone que j'avais sorti des poubelles? Comment expliquer que je l'avais trouvé cousu dans une couverture? Ils pourraient rejeter ma plainte, penser que j'avais fabriqué des preuves par dépit envers ma belle-fille. J'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin de comprendre toute l'histoire. J'avais besoin de savoir qui était cet homme, ce H des messages. Et j'avais besoin de preuves plus tangibles, si possible, de leur plan. C'est alors que j'ai pensé à Gloria, ma voisine de toujours, une femme de 65 ans, qui était ma confidente depuis la mort de mon mari. Elle savait écouter, elle savait garder des secrets. Et surtout, elle me connaissait assez bien pour savoir que je n'inventerais jamais une histoire pareille. J'ai composé son numéro, les mains encore tremblantes. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était ensommeillée. « Hélène, tout va bien? Il est 6 heures du matin. » J'ai pris une profonde inspiration pour stabiliser ma voix. « Gloria, j'ai besoin que tu viennes chez moi. Maintenant, c'est urgent. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis j'ai entendu du mouvement. « J'arrive tout de suite. » Elle a raccroché. 15 minutes plus tard, Gloria frappait à ma porte. Je lui ai ouvert. Elle me regarda avec inquiétude. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval rapide. Elle portait un pull couleur moutarde sur son pyjama. « Mon Dieu, Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une mine affreuse. » Je me suis écartée pour la laisser entrer. Puis,
J'ai refermé la porte. Je l'ai conduite jusqu'à ma chambre. Je lui ai montré la couverture étalée sur le lit, le téléphone toujours branché au chargeur. Et j'ai commencé à tout lui raconter. Je lui ai dit comment j'avais vu Amélie jeter la couverture, comment je l'avais récupérée, comment j'avais trouvé le téléphone caché et ce que j'avais découvert à l'intérieur. Gloria a écouté en silence, son visage passant de la surprise à l'horreur la plus totale. Quand j'ai eu fini de parler, elle a pris le téléphone. Elle a vérifié les photos, les vidéos, les messages, la note. Tout. Ses mains se sont mises à trembler, elles aussi. Quand elle a relevé les yeux vers moi, ils étaient remplis de larmes. « Mon Dieu, Hélène, ce sont des preuves de meurtre. » J'ai hoché la tête, le cœur lourd. Je sais, mais je ne peux pas aller voir la police comme ça. J'ai besoin de plus de preuves. J'ai besoin de savoir qui est cet homme. Je dois tout comprendre avant de franchir cette étape. Gloria s'est assise sur le lit, réfléchissant un instant. Et si on regardait sur les réseaux sociaux d'Amélie? Peut-être que cet homme apparaît dans ses contacts? C'était une bonne idée. J'ai sorti mon ordinateur portable, je l'ai ouvert sur la table de la cuisine. J'ai ouvert Facebook et cherché le profil d'Amélie. Il n'était pas privé. Je pouvais tout voir. Ses photos, ses publications, ses amis. J'ai commencé à passer en revue sa liste de contacts. Il y avait des centaines de noms. Trop pour les vérifier un par un. Gloria s'est penchée par-dessus mon épaule. Cherche les hommes dont le nom commence par H. C'était le contact dans le téléphone, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. J'ai filtré la recherche. Plusieurs noms sont apparus. Henri, Harold, Hugo, Herbert. J'ai commencé à ouvrir chaque profil, un par un, le cœur battant. Je cherchais le visage de l'homme sur les photos. Celui qui était avec Amélie dans ces images compromettantes. J'ai vérifié Henri. Ce n'était pas lui. Harold non plus. Herbert ne correspondait pas. Et puis j'ai ouvert le profil d'Hugo. Hugo Mercier. Et il était là. Le même visage, les mêmes yeux sombres, le même sourire suffisant. C'était lui. L'homme sur les photos, l'homme avec qui Amélie avait comploté pour se débarrasser de mon fils. « C'est lui !» ai-je murmuré. Gloria a regardé l'écran. « Tu es sûre ?» Je suis retournée sur le téléphone. J'ai comparé les photos. Il n'y avait aucun doute. C'était le même homme. Je suis retournée sur son profil Facebook et j'ai commencé à enquêter. Hugo Mercier, 38 ans. Il vivait dans la même ville que nous. Il travaillait pour une entreprise de construction. J'ai parcouru ses photos publiques. Il y en avait plusieurs datant d'années. Sur certaines, il était seul, sur d'autres, avec des amis. Mais il n'y avait aucune photo récente avec Amélie. C'était comme s'ils avaient effacé toute trace de leur relation, comme s'ils n'avaient jamais été ensemble. C'était trop propre pour être honnête. « Nous devons le trouver », ai-je dit, ma voix plus ferme. Gloria a hoché la tête. « Mais sois prudente, Hélène. Si cet homme a été impliqué dans la mort de Mathieu, il pourrait être dangereux. » Je le savais, mais je m'en fichais. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de justice pour mon fils. J'ai cherché plus d'informations sur Hugo en ligne. J'ai trouvé son profil LinkedIn. Il travaillait comme chef de chantier. Il avait des contacts avec plusieurs entreprises de la région. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. C'était un homme normal, avec une vie normale, sauf qu'il avait aidé à planifier un meurtre. Puis, Gloria a suggéré quelque chose que je n'avais pas envisagé, une idée à la fois brillante et terrifiante. Et si nous allions chez Amélie? Peut-être que nous pourrons trouver d'autres preuves, des documents, des emails, quelque chose qui relie tout. C'était risqué, mais cela avait du sens. Si Amélie avait caché ce téléphone dans la couverture d'Isabelle, peut-être qu'elle avait d'autres choses cachées, d'autres secrets enfouis dans cette maison. On ne peut pas simplement entrer comme ça, ai-je dit.
Il nous faut une excuse. Gloria a réfléchi un instant. Et si tu lui disais que tu veux voir Isabelle? Que ta petite fille te manque terriblement? Pendant que tu la distrais, je pourrais discrètement jeter un œil. Ce n'était pas un plan parfait, loin de là. C'était même dangereusement amateur. Mais c'était tout ce que nous avions. Nous avons décidé de tenter notre chance cet après-midi même. J'ai envoyé un message à Amélie, le cœur battant la chamade. Bonjour Amélie, je sais que j'ai été insistante ces derniers temps. Mais Isabelle me manque vraiment. Puis-je passer la voir cet après-midi? Juste un petit moment? 20 longues minutes se sont écoulées avant qu'elle ne réponde. Mon anxiété montait à chaque seconde qui passait. Finalement, mon téléphone a vibré. Bonjour Hélène. Aujourd'hui n'est pas un bon jour. Isabelle est un peu grognon. Peut-être un autre jour. J'ai serré les dents. C'était toujours la même chose. Elle avait toujours des excuses. Mais cette fois, je n'allais pas accepter un non comme réponse. Je devais entrer dans cette maison. S'il te plaît, Amélie. Ce ne sera que quelques minutes. Je lui ai acheté un cadeau. J'aimerais le lui donner en personne. Un autre silence, encore plus long cette fois. Je pouvais presque sentir sa méfiance à travers l'écran. Puis, sa réponse est tombée. D'accord, mais seulement 30 minutes. J'ai des choses à faire. C'était tout ce dont j'avais besoin. Gloria et moi nous sommes préparés. Elle resterait dans la voiture au début. Elle attendrait mon signal. Si j'arrivais à distraire Amélie assez longtemps, Gloria entrerait avec une excuse quelconque. Nous chercherions n'importe quoi qui pourrait servir de preuve supplémentaire. À 15 heures, nous sommes arrivés devant la maison d'Amélie. C'était une maison à 2 étages, peinture blanche, jardin bien entretenu. La même maison où Mathieu était mort, où il était censé être tombé dans les escaliers, où sa vie s'était terminée. La façade proprette semblait se moquer de l'horreur qu'elle dissimulait. J'ai sonné. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai entendu des pas. La porte s'est ouverte et Amélie était là. Elle portait un pantalon noir et un chemisier couleur saumon. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, comme toujours. Elle était l'image même de la perfection, une façade soigneusement construite pour cacher le monstre qui se cachait en dessous. « Bonjour Hélène », dit-elle avec un sourire froid. « Entrez. » Je suis entrée dans la maison. L'odeur de lavande emplissait l'air. Tout était propre, rangé, parfait. Trop parfait. Comme si rien de grave ne s'était jamais produit entre ces murs. « Où est Isabelle ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. « En haut, dans sa chambre. Je vais l'appeler. » Amélie a monté les escaliers. Les mêmes escaliers où Mathieu était supposé être tombé. J'ai regardé chaque marche, cherchant un signe, une marque, une éraflure. Mais il n'y avait rien. Tout avait été nettoyé, effacé. Amélie est redescendue avec Isabelle dans ses bras. Ma petite fille avait tellement grandi. Elle avait 3 ans maintenant. Ses cheveux sombres tombaient en boucles douces sur ses épaules. Ses yeux étaient identiques à ceux de Mathieu. La voir m'a brisé le cœur et m'a rempli d'amour en même temps. C'était un mélange d'émotions si intense qu'il m'a presque fait perdre pied. « Bonjour, mamie », a dit Isabelle de sa petite voix douce. Elle a tendu ses petits bras vers moi. Je l'ai prise. Je l'ai serrée fort contre moi. Elle sentait le shampoing pour bébé et l'innocence. Elle était la seule chose pure qui restait de mon fils. La seule bonne chose qui avait survécu à toute cette obscurité. « Tu m'as tellement manqué, mon amour », lui ai-je murmuré à l'oreille. Elle a souri. Elle m'a montré une poupée qu'elle tenait dans sa main, un petit ours brun. Elle a commencé à me raconter une histoire à son sujet. Je l'écoutais,
tout en surveillant Amélie du coin de l'œil. Amélie se tenait près de la fenêtre, regardant son téléphone. Elle semblait distraite, nerveuse, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. J'ai profité du moment. J'ai sorti mon propre téléphone. J'ai envoyé un message rapide à Gloria. « Entre maintenant !» Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. Amélie a levé les yeux, surprise. « Tu attends quelqu'un ?» lui ai-je demandé avec la voix la plus désinvolte possible. Elle a secoué la tête. Elle a froncé les sourcils. Elle est allée à la porte. Elle l'a ouverte. Gloria était là, avec un sourire aimable et désarmant. « Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Gloria, la voisine d'Hélène. Je suis venue avec elle, mais j'ai oublié un sac dans la voiture. Puis-je entrer et utiliser les toilettes ? C'est urgent. » Amélie a hésité. Son regard a oscillé entre Gloria et moi. Je lui ai fait un signe de tête rassurant, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Bien sûr, » a finalement dit Amélie, bien que son ton manquait de chaleur. « Au fond du couloir, première porte à gauche. » Gloria est entrée. Elle m'a jeté un regard rapide. J'ai compris le message. Elle chercherait ce qu'elle pouvait pendant que je continuerais à distraire Amélie. J'avais besoin de gagner du temps, un temps précieux. J'ai commencé à parler, à poser des questions à Amélie sur son travail, sur la façon dont elle gérait les choses, si elle avait besoin d'aide avec Isabelle. Amélie répondait par des phrases courtes et sèches. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Elle était agitée, sur le qui-vive. J'ai continué à parler, sentant la panique monter en moi. J'ai parlé des vieilles photos de Mathieu que j'avais retrouvées, lui disant que j'aimerais les montrer à Isabelle quand elle serait plus grande, pour qu'elle puisse connaître son père. En mentionnant Mathieu, Amélie s'est tendue visiblement. Oui, bien sûr, quand elle sera plus grande. Sa voix était différente, plus dure. Elle a regardé vers le couloir. Votre amie met beaucoup de temps. Mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Ai-je improvisé? Vous savez, à notre âge, tout prend plus de temps. Amélie n'avait pas l'air convaincue. Elle s'est levée. Je vais voir si tout va bien. La panique m'a saisie. Je devais l'arrêter. Attends, Amélie, il y a quelque chose que je veux te demander. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée vers moi, l'impatience se lisant sur son visage. Quoi? J'ai pris une profonde inspiration. Je devais rendre cela crédible, jouer mon rôle jusqu'au bout. La couverture d'Isabelle, celle que je lui ai tricotée. Je ne l'ai pas vue, dernièrement. L'utilisez-vous encore? Son visage a changé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique pure dans ses yeux. Puis, elle s'est ressaisie, son masque d'indifférence reprenant sa place. La couverture. Oui, bien sûr. Elle est dans la machine à laver. Elle s'est salie. Elle mentait. Je savais qu'elle mentait, mais je ne pouvais pas le lui dire. Pas encore. Oh, c'est bien. Je suis contente que vous l'ayez encore. Mathieu l'aimait tellement. J'ai mentionné mon fils à nouveau, intentionnellement. Je voulais voir sa réaction. Amélie a pincé les lèvres. Oui, Mathieu aimait beaucoup de choses. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose d'amer, de plein de ressentiment. Avant que je ne puisse répondre, Gloria est apparue dans le couloir. Désolée pour le retard. Je me sens mieux maintenant. Amélie l'a regardée avec méfiance. Tant mieux. Gloria s'est approchée de moi. Elle a doucement touché mon épaule. C'était le signal. Elle avait trouvé quelque chose. Nous devions partir. Eh bien, Amélie, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Merci de nous avoir permis de voir Isabelle. Je me suis levée. J'ai embrassé le front de ma petite fille. Je t'aime, ma puce. Mamie reviendra bientôt. Isabelle m'a serrée dans ses bras.
Au revoir, mamie. Amélie nous a raccompagnés à la porte. Quand nous sommes partis, elle l'a refermée rapidement, presque violemment. Gloria et moi avons marché jusqu'à la voiture en silence. Nous sommes montés. J'ai fermé la portière et l'air confiné de l'habitacle semblait saturé de tension. « Qu'as-tu trouvé ?» ai-je demandé, la voix rauque. Gloria a plongé la main dans son grand sac à main. Elle en a sorti une enveloppe Kraft. C'était dans sa chambre, dans l'armoire, cachée sous une pile de boîtes. J'ai pris l'enveloppe, mes doigts tremblants. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des documents. Les premiers étaient des papiers concernant l'assurance vie de Mathieu. Mon fils avait une police d'une valeur de 500 000 € et la bénéficiaire était Amélie. La totalité du montant avait été perçue 3 mois après sa mort. Il y avait aussi des relevés bancaires, des virements importants. Un, en particulier, a attiré mon attention. Un virement de 200 000 € vers un compte au nom d'Hugo Mercier. « Mon Dieu !» ai-je murmuré, le souffle court. Elle l'a payé. Elle l'a payé pour l'aider à tuer Mathieu. Le mobile, qui était resté flou, devenait soudainement limpide et sordide. Ce n'était pas seulement une histoire de passion, c'était une histoire d'argent. Gloria a hoché la tête, le visage grave. Il y a plus. Elle a sorti un autre papier de l'enveloppe. C'était une copie d'un certificat de naissance, celui d'Isabelle. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Le nom de la mère n'était pas Amélie. Il était écrit Lydie Torres. « Qui est Lydie Torres ?» ai-je demandé, complètement perdue. Gloria a secoué la tête. « Je ne sais pas, mais selon ce document, elle est la mère biologique d'Isabelle, pas Amélie. Le monde s'est arrêté de tourner. Je ne comprenais plus rien. Isabelle n'était pas la fille d'Amélie ? Mais Amélie était enceinte. Je l'avais vue. Nous l'avions tous vue, son ventre s'arrondir pendant des mois. Gloria a pointé la date sur le certificat. Regarde la date de naissance d'Isabelle. Elle ne correspond pas à ce qu'Amélie nous a dit. Il y a une différence de 2 mois. J'ai vérifié le certificat. Gloria avait raison. Selon ce document, Isabelle était née 2 mois avant la date qu'Amélie avait annoncée. Cela n'a aucun sens, ai-je balbutié. Amélie a-t-elle simulé une grossesse ? A-t-elle volé un bébé ? L'idée était si monstrueuse qu'elle semblait irréelle. Je ne sais pas, a dit Gloria. Mais nous devons trouver cette Lydie Torres. Elle est la clé de tout ça. Nous sommes rentrés chez moi, l'esprit en ébullition. Nous nous sommes assises dans le salon. Nous avons étalé tous les documents sur la table basse. Le téléphone, les photos, les messages, les papiers d'assurance, le certificat de naissance. Une toile d'araignée de mensonges, de tromperies et de meurtres se dessinait sous nos yeux. Tout commençait à prendre un sens terrifiant. Amélie avait planifié le meurtre de Mathieu pour toucher l'argent de l'assurance. Elle avait utilisé Hugo pour le faire, le payant avec une partie de la somme. Mais il y avait aussi une autre histoire, encore plus sombre, l'histoire de Lydie Torres et d'Isabelle. Il faut chercher des informations sur Lydie, ai-je dit, reprenant un peu de contenance. J'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé son nom dans le moteur de recherche. Lydie Torres. Plusieurs profils sont apparus, mais aucun ne semblait correspondre. J'ai ajouté le nom de la ville à la recherche. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose. Un article d'un journal local datant de 4 ans. Le titre disait « Jeune mère disparue. La famille demande de l'aide pour retrouver Lydie Torres. » Il y avait une photo. Une jeune fille de 23 ans, cheveux longs, yeux tristes. Selon l'article, elle avait disparu, laissant derrière elle son bébé de 2 mois. Isabelle, ai-je murmuré. Lydie a disparu et a abandonné Isabelle. Gloria a lu l'article par-dessus mon épaule. Ou peut-être qu'elle ne l'a pas abandonnée. Peut-être qu'Amélie l'a fait disparaître.
L'idée m'a glacé le sang. Tu penses qu'Amélie a aussi tué Lydie? Je ne sais pas. Mais réfléchis. Amélie avait besoin d'un bébé pour compléter sa façade de famille parfaite avec Mathieu. Peut-être qu'elle a rencontré Lydie. Peut-être qu'elle a profité de sa vulnérabilité et que, quand elle n'a plus eu besoin d'elle, elle s'en est débarrassée. C'était une théorie horrible, mais elle tenait debout. Elle correspondait au niveau de cruauté que je découvrais chez Amélie. J'ai cherché plus d'informations sur la disparition de Lydie. J'ai trouvé un autre article, plus récent, datant de 6 mois. Les restes d'une jeune femme disparue retrouvés, identifiée comme étant Lydie Torres. Ils avaient trouvé son corps dans un terrain vague en dehors de la ville. L'enquête avait été classée. Cause de la mort. Traumatisme crânien. La même cause de décès que Mathieu. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. C'était sa signature. Amélie l'a tué, ai-je dit d'une voix tremblante. Elle a tué Lydie pour garder Isabelle. Et ensuite, elle a tué Mathieu pour garder l'argent. Gloria a pris ma main. Hélène, c'est trop gros pour nous. Nous devons aller à la gendarmerie. Maintenant. Elle avait raison. Nous ne pouvions plus continuer à enquêter seuls. C'était l'épreuve de 2 meurtres, peut-être plus. Nous avions besoin d'une aide professionnelle. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché le numéro de la gendarmerie locale. J'ai composé le numéro, le cœur au bord des lèvres. Une voix masculine a répondu. Gendarmerie de Beaune, bonjour. J'ai pris une profonde inspiration. Je dois signaler un meurtre. 2 meurtres. Et j'ai des preuves. On m'a donné un rendez-vous pour le lendemain. Un inspecteur nommé Jacques Robert prendrait l'affaire. Ils m'ont demandé d'apporter toutes les preuves que j'avais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis tournée et retournée dans mon lit, pensant à tout ce que j'avais découvert, au mensonge d'Amélie, à la mort de mon fils, à Lydie Torres, à Isabelle. Ma petite fille, elle n'était pas vraiment ma petite fille de sang, mais cela n'avait aucune importance. Elle était la fille de Mathieu dans son cœur. Il l'avait aimée comme la sienne. Il avait pris soin d'elle. Et maintenant, cet enfant était entre les mains d'une meurtrière, entre les mains de la femme qui avait tué sa vraie mère et son père adoptif. Je ne pouvais pas permettre à Amélie de la garder. Je devais sortir Isabelle de cette maison. Je devais la protéger. Mais d'abord, il fallait que la police croie mon histoire. Il fallait qu'ils enquêtent, qu'ils arrêtent Amélie, qu'ils rendent justice. À 9 heures du matin, Gloria et moi sommes arrivés à la gendarmerie. C'était un bâtiment gris, froid. Ça sentait le vieux café et le papier. Une réceptionniste nous a accueillis. Nous lui avons dit que nous avions rendez-vous avec l'inspecteur Robert. Elle nous a fait attendre dans une petite salle. 15 minutes plus tard, un homme d'environ 45 ans est apparu. Grand, les cheveux courts grisonnants sur les tempes, les yeux pénétrants. Il portait une chemise beige et un pantalon foncé. « Madame Hélène Dubois ?» J'ai hoché la tête. « Je suis l'inspecteur Jacques Robert. Entrez, s'il vous plaît. » Il nous a conduites à son bureau, une pièce remplie de classeurs et de dossiers. Il y avait des photos sur les murs, des affaires résolues, je suppose. Nous nous sommes assises en face de son bureau. Il s'est installé dans son fauteuil. Il a sorti un bloc-notes. « Racontez-moi tout depuis le début. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je lui ai parlé de la mort de Mathieu, de la façon dont Amélie avait dit que c'était un accident, de la couverture que j'avais vue dans la poubelle, du téléphone caché, des photos, des messages, des vidéos, de la note sur le plan. Je lui ai tout montré. Le téléphone, les documents d'assurance, les virements bancaires à Hugo Mercier,
le certificat de naissance d'Isabelle avec le nom de Lydie Torres, les articles sur la disparition de Lydie et la découverte de son corps. L'inspecteur Robert a écouté en silence. Il prenait des notes. Il a examiné chaque document avec soin. Il a regardé les photos sur le téléphone. Il a lu les messages. Son expression était sérieuse, concentrée. Quand j'ai eu fini de parler, il s'est adossé à son fauteuil. « C'est grave », a-t-il finalement dit. « Très grave. Si ce que vous me dites est vrai, nous parlons de 2 homicides avec préméditation, peut-être 3 si l'on compte le père biologique de la petite. » J'étais abasourdi. Le père biologique. Si Isabelle n'était pas la fille d'Amélie, elle devait avoir un père. Quelqu'un qui était avec Lydie Torres. Vous savez quelque chose sur lui? J'ai secoué la tête. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. L'inspecteur a écrit quelque chose. Je vais enquêter. Mais d'abord, je dois vérifier ces preuves. Qu'allez-vous faire? Ai-je demandé, l'espoir commençant à renaître. Je vais rouvrir le dossier sur la mort de votre fils. Je vais demander une exhumation pour une seconde autopsie et je vais enquêter à fond sur la mort de Lydie Torres. Je vais aussi interroger Hugo Mercier. J'ai ressenti un énorme soulagement. Enfin, quelqu'un me croyait. Quelqu'un allait faire quelque chose. Et Amélie? Allez-vous l'arrêter? L'inspecteur a secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin de plus de preuves avant de délivrer un mandat d'arrêt. Je ne veux pas qu'elle s'enfuie si elle se doute que nous enquêtons sur elle. C'était logique, mais cela me frustrait. Et pendant ce temps, Isabelle est toujours avec elle. L'inspecteur m'a regardé avec compassion. Je comprends votre inquiétude, mais légalement, Amélie est la tutrice de la petite. Je ne peux pas la lui enlever sans une ordonnance du tribunal, et pour cela, j'ai besoin de preuves solides. Le téléphone ne suffit pas? L'inspecteur a soupiré. C'est une preuve importante, mais un bon avocat pourrait argumenter qu'elle a été placée là, que nous ne savons pas avec certitude d'où elle vient. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de témoignages, de preuves scientifiques, de liens clairs. Je me sentais impuissante. Combien de temps tout cela va-t-il prendre? A demandé Gloria. L'inspecteur a haussé les épaules. Ça dépend. Si je trouve ce que je cherche, peut-être quelques semaines. Sinon, ça pourrait prendre des mois. Je n'avais pas des mois. Je ne pouvais pas laisser Isabelle avec Amélie aussi longtemps. Il y a autre chose, ai-je dit. Amélie était nerveuse hier. Elle regardait constamment son téléphone, comme si elle attendait quelque chose ou planifiait quelque chose. L'inspecteur l'a noté aussi. Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être? J'ai secoué la tête. Non, mais ça m'a donné un mauvais pressentiment. Très bien. Je vais mettre une surveillance discrète sur sa maison. Si elle tente quoi que ce soit, nous le saurons. Cela m'a un peu calmée. Au moins, il la surveillerait. Au moins, il saurait si elle essayait de s'enfuir ou de faire du mal à Isabelle. Nous avons dit au revoir à l'inspecteur. Il nous a donné son numéro personnel. Appelez-moi si vous remarquez quoi que ce soit d'étrange. N'importe quoi, peu importe l'heure. J'ai hoché la tête. Gloria et moi avons quitté la gendarmerie. Le soleil était haut. Il faisait chaud, mais je me sentais glacée à l'intérieur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Gloria. « On attend ?» ai-je dit amèrement. On attend et on prie pour qu'ils trouvent assez de preuves pour l'arrêter. Les jours suivants furent une torture. Chaque heure semblait interminable. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Isabelle, à si elle allait bien, à si Amélie se doutait de quelque chose, à si elle allait essayer de s'échapper. L'inspecteur Robert m'appelait tous les 2 jours pour me donner des nouvelles. Il avait interrogé Hugo Mercier. Au début, il a tout nié. Il a dit qu'il connaissait à peine Amélie, qu'ils n'étaient que des connaissances de travail. Mais quand ils lui ont montré les photos et les messages du téléphone, il s'est effondré. Il a avoué la liaison.
Il a admis qu'Amélie lui avait parlé de se débarrasser de Mathieu, mais il a juré qu'il n'avait jamais été d'accord, qu'il lui avait dit qu'elle était folle, qu'il ne voulait pas en faire partie. Cependant, les virements bancaires disaient le contraire. L'inspecteur l'a pressé. Il lui a montré les relevés, les 200 000 € qu'Amélie lui avait envoyés 3 mois après la mort de Mathieu. Hugo n'a pas pu l'expliquer. Il a dit que c'était un prêt, qu'Amélie le lui avait donné pour démarrer une entreprise, mais il n'avait aucun document pour le prouver. « Je le retiens en garde à vue pendant 24 heures, m'a dit l'inspecteur. J'espère qu'il avouera. Sinon, je devrais le relâcher. Je n'ai pas assez d'éléments pour le maintenir en détention. » Cette nuit-là, Hugo a demandé un avocat et a cessé de parler. L'inspecteur a dû le relâcher, mais l'enquête a continué. Ils ont exhumé le corps de Mathieu. La deuxième autopsie a révélé quelque chose que la première avait manqué. Il y avait des signes de lutte sur ses poignets, des ecchymoses qui indiquaient que quelqu'un l'avait maîtrisé. Ce n'était pas une chute accidentelle. C'était un meurtre. Votre fils a été maîtrisé et poussé dans ses escaliers, a confirmé l'inspecteur. Les larmes ont coulé sur mes joues. Connaître la vérité était douloureux, mais c'était aussi nécessaire. Mathieu méritait la justice. Ils ont également enquêté plus en profondeur sur la mort de Lydie Torres. Ils ont découvert que le terrain où son corps avait été trouvé appartenait à une entreprise. Une entreprise où Hugo Mercier avait travaillé comme chef de chantier. Le lien était clair. Hugo avait eu accès à cet endroit. Il aurait pu y emmener le corps, l'enterrer sans que personne ne s'en doute. De plus, ils ont vérifié les dossiers d'adoption d'Isabelle. Il n'y en avait aucun. Légalement, Isabelle était toujours enregistrée comme la fille biologique d'Amélie et de Mathieu. Mais le certificat de naissance original disait le contraire. Quelqu'un avait falsifié des documents. Quelqu'un avait effacé la trace de Lydie. « Nous construisons le dossier », m'a dit l'inspecteur. Petit à petit, chaque pièce s'emboîte. Bientôt, nous en aurons assez pour l'arrêter. Une semaine de plus s'est écoulée. Une semaine d'angoisse, de peur, de nuits blanches. Et puis, un petit matin, mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Robert. Sa voix était urgente. « Madame Dubois, j'ai besoin que vous veniez au commissariat maintenant. C'est à propos d'Amélie. » Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a eu un silence. « Elle a tenté de fuir. Nous l'avons interceptée à l'aéroport. Elle avait des billets pour elle et pour Isabelle. Elles allaient quitter le pays. » Je me suis habillée en 5 minutes. Gloria est venue avec moi. Nous sommes arrivés au commissariat. L'inspecteur nous attendait. Il nous a emmenés dans une salle d'observation. À travers une vitre sans teint, j'ai vu Amélie. Elle était assise sur une chaise, menottée. Son maquillage était coulé, ses cheveux étaient en désordre. « Nous l'avons arrêtée il y a 2 heures, a expliqué l'inspecteur. Quand elle a essayé de passer la sécurité de l'aéroport, notre système d'alerte s'est activé. Elle avait de faux passeports pour elle et la petite, et un demi-million d'euros en liquide répartis dans plusieurs valises. « Où est Isabelle ?» ai-je demandé désespérément. « Elle est avec les services sociaux. Elle va bien. Effrayée, mais elle va bien. Ils vont avoir besoin que vous veniez vous identifier comme sa grand-mère pour voir si elle peut rester avec vous temporairement pendant que nous résolvons tout ça. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Isabelle était en sécurité, loin d'Amélie, et je pouvais la voir avec moi, la protéger comme j'aurais dû le faire depuis le début. « Je veux la voir maintenant. » L'inspecteur a hoché la tête. « Bien sûr, mais d'abord, j'ai besoin que vous voyiez ça. » Il m'a montré un enregistrement de la salle d'interrogatoire. Amélie était assise en face d'un autre inspecteur. Ses bras étaient croisés. Sa mâchoire était tendue. « Je n'ai rien à dire. Je veux un avocat. » L'inspecteur qui l'interrogeait n'a pas bronché. « Il est en route, mais en attendant,
Pourquoi ne m'expliquez-vous pas pourquoi vous tentiez de fuir le pays avec un demi-million d'euros en liquide? Amélie n'a pas répondu. Elle a juste regardé la table. L'inspecteur a continué. Nous avons des preuves, Amélie. Des messages, des photos, des virements bancaires. Nous savons pour Hugo. Nous savons pour Lydie. Nous savons pour Mathieu. Tout. En entendant le nom de Mathieu, Amélie a levé les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard. Quelque chose de sombre. Vous ne savez rien, a-t-elle dit d'une voix froide. Vous ne pouvez rien prouver. L'inspecteur a souri. C'était un sourire sans joie. Oh, que si! Nous avons le téléphone que vous avez caché dans la couverture d'Isabelle. Le même que vous avez jeté à la poubelle, pensant que personne ne le trouverait. Nous avons les messages où vous planifiez le meurtre de votre mari. Nous avons les virements à Hugo Mercier. Amélie est devenue pâle. Ce téléphone, comment? Elle s'est arrêtée. Elle a réalisé qu'elle en avait trop dit. L'inspecteur s'est penché en avant. Votre belle-mère l'a trouvé, Hélène. La femme à qui vous avez arraché son fils. La femme qui va maintenant garder Isabelle pendant que vous pourrirez en prison. L'expression d'Amélie est passée de la panique à la fureur. Cette vieille fouineuse. Je savais que je n'aurais pas dû la laisser approcher la petite. Je savais qu'elle fouinait. C'est pour ça que je voulais partir. C'est pour ça que je devais disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Disparaître? Comme vous avez fait disparaître Lydie Torres? Le nom est tombé comme une bombe. Amélie s'est tue. Sa respiration s'est accélérée. Je ne sais pas de qui vous parlez. L'inspecteur a sorti une photo. Il l'a posée sur la table. C'était Lydie. Jeune, souriante, vivante. Lydie Torres, la vraie mère d'Isabelle. La jeune fille qui a disparu il y a 4 ans. La même que nous avons retrouvée morte sur un terrain qui appartient à l'entreprise où travaillait votre complice Hugo. Amélie a fermé les yeux. Je veux un avocat. Je ne dirai rien de plus. L'inspecteur s'est adossé. Comme vous voudrez. Mais cela ne va pas disparaître. Nous en avons assez pour vous condamner pour double homicide, pour fraude, pour falsification de documents. Vous allez passer le reste de votre vie en prison. L'enregistrement s'est terminé. L'inspecteur Robert m'a regardé. Elle n'avouera toujours pas, mais elle le fera. Les preuves sont accablantes. Qu'est-ce qui va arriver à Hugo? Ai-je demandé. Nous l'avons arrêté aussi. Il est dans une autre pièce, et il parle. Il accuse Amélie de tout. Il dit qu'elle l'a manipulée, qu'il ne faisait que suivre les ordres, qu'il avait peur d'elle. Je n'étais pas surprise. Les lâches se protègent toujours. Dites-moi ce qu'Hugo a dit d'autre. L'inspecteur a ouvert son carnet. Selon Hugo, Amélie l'a contacté il y a 4 ans. Ils avaient une liaison. Elle lui a dit qu'elle était fatiguée de son mariage, que Mathieu était ennuyeux, contrôlant, qu'elle voulait une vie différente. Elle a proposé le plan. Attendre que Mathieu soit seul à la maison. Le pousser dans les escaliers. Faire croire à un accident. En échange, ils se partageraient l'argent de l'assurance vie. Mon estomac s'est noué. Entendre comment ils avaient planifié la mort de mon fils était insupportable. Hugo dit qu'au début, il a refusé. Mais Amélie l'a convaincu. Elle lui a montré les papiers de l'assurance, les 500 000 euros. Elle lui a promis 200 000 pour lui et une vie ensemble après que tout soit terminé. Gloria, qui était restée silencieuse, a parlé. Et Lydie? Qu'a dit Hugo à son sujet? L'inspecteur a tourné une page. C'est là que l'histoire s'assombrit. Selon Hugo, Amélie a rencontré Lydie à l'hôpital où elle travaillait. Lydie était une patiente. Elle était venue pour des complications de grossesse. Elle était seule, sans famille, sans ressources. Amélie a vu une opportunité. Elle s'est liée d'amitié avec Lydie. Elle lui a offert son aide. Elle lui a dit qu'elle pourrait rester chez elle après la naissance du bébé. Lydie a accepté. Elle n'avait personne d'autre. Mes mains tremblaient. Amélie a tout planifié depuis le début. Elle voulait garder le bébé.
L'inspecteur a hoché la tête. Exactement. Selon Hugo, Amélie a menti à Mathieu. Elle lui a dit qu'elle était enceinte. Elle portait des vêtements amples. Elle a simulé des symptômes. Mathieu n'a jamais rien soupçonné. Quand Lydie a accouché, Amélie a pris le bébé. Elle a dit à Mathieu qu'elle avait accouché à la maison, que tout s'était passé très vite. Et Lydie, qu'est-il arrivé à Lydie? Ma voix tremblait. L'inspecteur a pris une profonde inspiration. Hugo dit qu'Amélie lui a donné quelque chose, une drogue, pour que Lydie ne puisse pas résister. Elle l'a emmenée sur le terrain où ils ont ensuite retrouvé son corps, et elle l'a tué. Même méthode qu'avec Mathieu. Traumatisme crânien. Des larmes coulaient sur mon visage. Amélie n'était pas seulement une meurtrière, c'était un monstre. Elle avait tué une jeune fille sans défense. Elle avait volé son bébé. Et puis, elle avait tué mon fils pour garder son argent. Et le père d'Isabelle? Le vrai père? D'après les dossiers que nous avons trouvés, Lydie n'a jamais enregistré le père. Soit elle ne le connaissait pas, soit elle ne voulait pas l'impliquer. Nous enquêtons, mais pour l'instant, il n'y a aucune trace de lui. J'ai essuyé mes larmes. Je veux voir Isabelle, s'il vous plaît. L'inspecteur m'a conduite dans une autre aile du bâtiment. Il y avait une salle d'attente avec des jouets. Une assistante sociale était là. Et dans un coin, jouant avec des cubes de couleurs, se trouvait ma petite fille. Isabelle, ai-je murmuré. Elle a levé les yeux, elle m'a vue, et elle a couru vers moi. Mamie! Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée contre ma poitrine. Elle s'est accrochée à moi. Elle était effrayée, confuse, mais elle était en sécurité. Je suis là, mon amour. Tout va bien se passer. L'assistante sociale s'est approchée. Madame Dubois, je suis Marie. Je travaille pour l'aide sociale à l'enfance. L'inspecteur Robert m'a expliqué la situation. Nous allons devoir faire une évaluation avant de laisser Isabelle partir avec vous. Mais tout indique que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Je ferai tout ce qui est nécessaire, ai-je dit, ma voix pleine de détermination. Je veux juste prendre soin d'elle, la protéger. Marie a souri chaleureusement. Je sais, et je vois qu'elle vous aime. C'est important. J'ai passé les heures suivantes avec Isabelle. Nous avons parlé. Je lui ai dit qu'elle allait rester avec moi pendant un certain temps. Je ne lui ai pas parlé d'Amélie. Pas encore. Elle était trop petite pour comprendre. Je lui expliquerai tout plus tard. Quand elle serait plus grande, quand elle pourrait digérer la vérité. Pour l'instant, elle avait juste besoin de se sentir aimée et en sécurité. Marie a fait les évaluations. Elle a visité ma maison. Elle m'a parlé de ma capacité à m'occuper d'un enfant de 3 ans. Elle m'a posé des questions sur ma santé, mes finances, mon réseau de soutien. Gloria était là tout le temps, comme témoin, comme soutien. À la fin de la journée, Marie a donné son accord. Isabelle peut rester avec vous temporairement. Il y aura des visites de suivi et éventuellement une audience pour déterminer la garde permanente, mais pour l'instant, vous êtes sa tutrice légale. J'ai signé tous les papiers nécessaires. J'ai pris la main d'Isabelle et nous avons quitté ce bâtiment. Gloria nous a ramenés à la maison dans sa voiture. Pendant tout le trajet, Isabelle a dormi sur mes genoux. Sa respiration était douce, tranquille. Quand nous sommes arrivés chez moi, je l'ai emmenée dans ma chambre. Je l'ai couchée sur mon lit. Je l'ai couverte d'une couverture douce. Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai regardée dormir. Elle ressemblait tellement à Mathieu. Ses mêmes yeux, ce même nez. Même si elle ne partageait pas son sang, elle était sa fille, dans tout ce qui comptait. Je promets que je te protégerai, lui ai-je murmuré. Personne ne te fera plus jamais de mal. Ton père aurait voulu que tu sois en sécurité, et je veillerai à ce que ce soit le cas.
Gloria est entrée dans la chambre. Elle a posé une main sur mon épaule. « Tu l'as fait, Hélène. Tu as sauvé cet enfant. » J'ai secoué la tête. « Non, j'ai juste fait ce que n'importe quelle grand-mère ferait. Ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Gloria s'est assise à côté de moi. « Ne te blâme pas. Tu ne pouvais pas savoir de quoi Amélie était capable. Peut-être qu'elle avait raison. Mais la culpabilité me rongeait quand même. Si j'avais été plus attentive, si j'avais remis plus de choses en question, si je n'avais pas fait autant confiance, peut-être que Mathieu serait encore en vie. Peut-être que Lydie aussi. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé Gloria. « L'inspecteur Robert va continuer à monter le dossier. Il y aura des procès, des témoignages. Ce sera un long processus, mais Amélie va payer pour ce qu'elle a fait. Et Hugo aussi. » Gloria a hoché la tête. « Bien, il le mérite. » Les mois suivants furent un tourbillon. L'affaire d'Amélie et Hugo est devenue une sensation médiatique. Les journaux parlaient de l'infirmière tueuse, la femme qui avait tué son mari et la mère biologique de sa fille pour de l'argent. Les caméras campaient devant la gendarmerie chaque fois qu'il y avait une audience. J'ai essayé de garder Isabelle à l'écart de tout ça. Je l'ai inscrite à l'école maternelle. Je lui ai acheté de nouveaux vêtements, des jouets. J'ai aménagé une chambre pour elle dans ma maison. J'ai peint les murs en jaune pâle. J'ai rempli la pièce de peluches et de livres. Je voulais qu'elle se sente chez elle, qu'elle oublie l'horreur qu'elle avait vécue. Mais les nuits étaient difficiles. Isabelle faisait des cauchemars. Elle se réveillait en pleurant, appelant sa maman. Et je ne savais pas quoi lui dire. Je ne pouvais pas lui dire que sa maman était en prison, que sa maman avait tué son papa, que sa maman n'était pas vraiment sa maman. Je la serrais juste dans mes bras. Je lui chantais des chansons. Je lui disais qu'elle était en sécurité, que je prendrais toujours soin d'elle. Peu à peu, les cauchemars sont devenus moins fréquents. Isabelle a commencé à sourire davantage, à jouer, à être une enfant normale. Cela me donnait de l'espoir. L'inspecteur Robert me tenait informé de l'affaire. Hugo avait accepté un accord de plaider coupable avec le procureur. Il témoignerait contre Amélie en échange d'une peine réduite. 25 ans au lieu de la réclusion à perpétuité. Cela me mettait en colère qu'il bénéficie d'une clémence, mais je comprenais que son témoignage était crucial. Amélie, de son côté, refusait de plaider coupable. Son avocat soutenait que toutes les preuves étaient circonstancielles, qu'il n'y avait aucune preuve directe qu'elle avait commis les meurtres, qu'Hugo mentait pour sauver sa propre peau. Mais l'accusation avait un dossier solide. Le téléphone avec les messages, les photos, les vidéos, les virements bancaires, le témoignage d'Hugo, les preuves médico-légales de la deuxième autopsie de Mathieu. Tout pointait vers Amélie. Le procès était prévu pour 3 mois plus tard. Un après-midi, alors qu'Isabelle faisait sa sieste, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'inspecteur Robert. « Madame Dubois, j'ai besoin que vous veniez au commissariat. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Sa voix était grave, plus grave que d'habitude. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, le cœur battant. « Je préfère vous l'expliquer en personne. Pouvez-vous venir cet après-midi ?» J'ai accepté. J'ai demandé à Gloria de surveiller Isabelle et je suis allée au commissariat. L'inspecteur m'attendait dans son bureau. Il avait un dossier sur son bureau. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assise. Il a ouvert le dossier. Il a sorti des photos. C'étaient des images de scènes de crime. L'une était du terrain où ils avaient trouvé Lydie. Une autre des escaliers où Mathieu était mort. Vous vous souvenez que je vous ai dit que nous enquêtions sur le père biologique d'Isabelle ? J'ai hoché la tête. Oui, vous avez dit qu'il n'y avait aucune trace.
L'inspecteur a acquiescé. Correct. Lydie n'a jamais mis le nom du père sur le certificat de naissance. Mais nous avons continué à enquêter. Nous avons parlé aux anciens collègues de Lydie, à ses amis, à ses voisins. Et nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Plusieurs témoins ont mentionné que Lydie sortait avec quelqu'un. Un homme qui travaillait à l'hôpital, le même hôpital où travaillaient Mathieu et Amélie. Mon estomac s'est serré. Qui était-ce? L'inspecteur a sorti une autre photo. C'était un badge d'identification de l'hôpital. Un homme d'environ 30 ans, cheveux bruns, yeux clairs. Et puis, je l'ai vu, la ressemblance, c'était troublant. Cet homme, a dit l'inspecteur, s'appelait Adrien Dubois. Il était technicien de laboratoire. Et selon plusieurs témoignages, lui et Lydie avaient une relation. « Où est-il maintenant ?» ai-je demandé. L'inspecteur a baissé les yeux. « Il est mort il y a 3 ans et demi, 6 mois après la disparition de Lydie. » J'ai senti un frisson. « Comment est-il mort ?» L'inspecteur m'a regardé droit dans les yeux. « Accident de voiture. Il a perdu le contrôle de sa voiture sur une départementale, est tombé dans un ravin, mort sur le coup. » Un autre accident. Ai-je murmuré. L'inspecteur a hoché la tête. « Exactement. Et devinez qui a signalé l'accident? Qui a été le premier à arriver sur les lieux? » Je n'avais pas besoin qu'il me le dise. Je le savais déjà. « Amélie. » L'inspecteur a mis une autre photo sur la table. Amélie était de service cette nuit-là. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle quand elle a vu la voiture d'Adrien sortir de la route. Elle a appelé les secours. Mais quand ils sont arrivés, Adrien était déjà mort. Nous pensons qu'elle l'a tué aussi. L'inspecteur a pris une profonde inspiration. Nous n'avons aucune preuve. L'affaire a été classée comme un accident. Mais maintenant, avec tout ce que nous savons, nous rouvrons l'enquête. Il y a trop de coïncidences. D'abord, Lydie disparaît, puis Adrien meurt, puis Mathieu meurt. Tous liés d'une manière ou d'une autre. Tous morts dans des circonstances qu'Amélie aurait pu manipuler. Mes mains tremblaient. Combien de personnes a-t-elle tuées? Combien de vies a-t-elle détruites? L'inspecteur a fermé le dossier. Je ne sais pas encore, mais nous allons le découvrir. Je vais examiner chaque cas, chaque mort suspecte liée à Amélie au cours des 5 dernières années. S'il y a d'autres victimes, nous les trouverons. Je suis sortie du commissariat en état de choc. Amélie n'était pas seulement une meurtrière. C'était une tueuse en série, méticuleuse, calculatrice. Elle avait éliminé tous ceux qui se mettaient sur son chemin. Lydie parce qu'elle avait le bébé qu'Amélie voulait. Adrien parce qu'il était le père du bébé et pouvait la réclamer. Mathieu parce qu'il avait l'argent dont elle avait besoin. Je suis rentrée chez moi. Gloria m'attendait dans le salon. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toute pâle. » Je lui ai tout raconté sur Adrien, sur la possibilité d'autres victimes. Gloria a mis ses mains sur sa bouche. « Mon Dieu, c'est pire que ce que nous pensions. » Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée éveillée, pensant à toutes les victimes d'Amélie, à Lydie, à Adrien, à Mathieu, à combien d'autres personnes auraient pu être ses victimes, à toute la douleur qu'elle avait causée, et à quel point j'avais été aveugle, si proche d'elle, pendant des années, sans voir qui elle était vraiment. Le lendemain matin, l'inspecteur Robert est apparu chez moi sans prévenir. Il avait d'autres nouvelles. « Nous avons trouvé autre chose. Nous avons vérifié les dossiers médicaux de l'hôpital où travaillait Amélie. Il y a eu 3 décès suspects de patients sous sa garde au cours des 4 dernières années. Tous étaient des personnes âgées. Tous sont morts d'un arrêt cardiaque. À l'époque, rien n'a été suspecté. On a attribué cela à des complications de la vieillesse. Mais maintenant, nous exhumons les corps, à la recherche de traces de médicaments qui auraient pu provoquer les arrêts.
J'ai eu le vertige. Vous voulez dire qu'Amélie a tué ses propres patients? L'inspecteur a hoché la tête. C'est une possibilité. Si les analyses confirment qu'ils ont été empoisonnés, alors nous parlerions d'au moins 6 victimes, peut-être plus. Pourquoi ferait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle gagnait à tuer ces personnes âgées? L'inspecteur a sorti un autre dossier. L'argent. C'était toujours une question d'argent. 2 de ses patients ont modifié leur testament peu de temps avant de mourir. Ils ont laissé d'importants dons à l'hôpital. Amélie avait été très gentille avec eux, très attentionnée. Elle a gagné leur confiance. Et puis, mystérieusement, l'argent de ces dons a disparu. Il n'est jamais parvenu à l'hôpital. Il a été détourné vers des comptes bancaires fantômes. Nous suivons ces comptes et tous ont un lien avec Amélie ou avec Hugo. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Amélie avait bâti un empire criminel. Elle avait tué, volé, menti, et tout cela avec un sourire parfait et des robes élégantes. Personne ne s'était douté de rien. Personne, jusqu'à ce que je trouve ce téléphone. Il y a autre chose, a dit l'inspecteur. Hugo coopère plus que prévu. Il dit qu'Amélie a caché des documents, des preuves qu'elle gardait comme assurance au cas où Hugo la trahirait un jour. Elle voulait avoir de quoi le menacer. Quel genre de documents? L'inspecteur s'est penché en avant. Des relevés bancaires, des contrats, même des vidéos. Hugo dit qu'Amélie l'a enregistré en train de l'aider pour le meurtre de Mathieu. Qu'elle a ces enregistrements cachés quelque part. Où? L'inspecteur a secoué la tête. Hugo dit qu'il ne sait pas, qu'Amélie ne le lui a jamais dit, mais il pense qu'il pourrait être dans sa maison, dans une cachette qu'elle seule connaît. Mon esprit a fonctionné rapidement. Nous avons besoin de ces documents. S'ils existent, ils pourraient sceller le dossier contre elle. L'inspecteur a hoché la tête. Nous avons déjà un mandat de perquisition. Nous allons fouiller la maison de fond en comble, chaque recoin, chaque mur, jusqu'à ce que nous trouvions ce que nous cherchons. Cet après-midi-là, une équipe de gendarmes est entrée dans la maison d'Amélie. Je les ai accompagnés. Je voulais être là. Je voulais les voir démanteler sa vie parfaite pièce par pièce. Ils ont tout fouillé. Les tiroirs, les placards, ils ont soulevé les tapis. Ils ont frappé sur les murs à la recherche de compartiments cachés. Et après 4 heures, l'un des officiers a crié depuis le sous-sol. « J'ai trouvé quelque chose !» Nous avons descendu les escaliers en courant. L'officier avait déplacé une vieille bibliothèque. Derrière elle, il y avait un coffre-fort encastré dans le mur, petit, discret. « Nous devons l'ouvrir », a dit l'inspecteur. Ils ont fait venir un spécialiste. Il a ouvert le coffre-fort en 20 minutes, et à l'intérieur, nous avons trouvé un trésor de preuves. Il y avait des disques durs externes, des clés USB, des dossiers avec des documents, des photos imprimées. Tout était méticuleusement organisé, chaque fichier étiqueté, chaque document à sa place. C'étaient les archives personnelles d'Amélie, son registre de crimes. C'est comme si elle voulait se souvenir de tout, a dit l'inspecteur en examinant les documents. Comme si elle était fière de ce qu'elle avait fait. Parmi les fichiers se trouvaient des vidéos. Des vidéos d'Amélie et Hugo planifiant le meurtre de Mathieu. Des vidéos d'Amélie avouant tout face caméra, comme si elle documentait ses crimes pour la postérité. Dans l'une des vidéos, Amélie parlait directement à la caméra. Sa voix était froide, dépourvue d'émotion. Si quelqu'un regarde ça, c'est que j'ai fait une erreur, que je me suis fait prendre. Mais je veux que vous sachiez que je ne regrette rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai éliminé les obstacles. J'ai pris ce que je méritais. Mathieu était faible. Lydie était un moyen pour arriver à mes fins. Adrien était un risque. Les personnes âgées étaient des opportunités. Je ne ressens aucun remords. J'ai juste fait ce que personne d'autre n'avait le courage de faire.
La vidéo s'est terminée. L'inspecteur a éteint l'écran. Avec ça, son affaire est close. Elle va passer le reste de sa vie en prison. Le procès a commencé 2 mois plus tard. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, des curieux, des membres des familles des victimes qu'Amélie avait laissées dans son sillage. J'étais au premier rang. Je voulais la regarder dans les yeux. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'avait pas gagné, que la vérité avait éclaté au grand jour. Amélie est entrée, menottée. Elle portait un tailleur gris foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Pas de maquillage. Elle avait l'air différente, plus petite, plus réelle. Elle n'était plus la femme parfaite que tout le monde connaissait. Elle n'était qu'une criminelle faisant face aux conséquences de ses actes. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas du regret, c'était de la rage. La rage d'avoir été attrapée. La rage que son plan parfait se soit effondré. Elle a détourné le regard. Elle s'est assise à côté de son avocat et le procès a commencé. Le procureur était une femme d'une 40aine d'années, ferme, directe. Elle a présenté l'affaire avec précision. Elle a montré les photos, les messages du téléphone, les vidéos du coffre-fort, les témoignages des experts légistes. Chaque preuve était comme un clou dans le cercueil d'Amélie. Hugo a témoigné. Il est entré dans la salle d'audience, enchaîné. Il avait l'air brisé, décharné. Il a commencé à parler d'une voix tremblante. Il a raconté comment Amélie l'avait séduit, comment elle avait proposé le plan, comment ils avaient tous les deux attendu que Mathieu soit seul. J'ai tenu ses bras, a avoué Hugo. Amélie l'a poussé. Je l'ai vu tomber dans les escaliers. J'ai entendu le bruit sourd de sa tête contre le sol. Et je n'ai rien fait. Je suis juste restée là pendant qu'elle appelait les secours, simulant la panique. Des larmes coulaient sur mon visage. Entendre les détails de la mort de mon fils était déchirant, mais j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de savoir exactement ce qu'il lui avait fait. Hugo a continué à parler. Il a parlé de Lydie, de la façon dont Amélie lui avait demandé de l'aide pour s'en débarrasser. Amélie lui a donné quelque chose, une drogue. Lydie est devenue inconsciente. Je l'ai emmenée sur le terrain. Amélie lui a frappé la tête avec une pierre. Puis nous l'avons enterrée. Tout a pris moins d'1 heure. La salle d'audience était dans un silence complet. Seul le son de la respiration collective pouvait être entendu. Les gens étaient horrifiés. Hugo a aussi parlé d'Adrien. Amélie l'a suivi cette nuit-là. Elle a attendu qu'il atteigne la route isolée. Elle l'a percuté avec sa propre voiture. Elle l'a poussé hors de la route. Puis elle a signalé l'accident comme si elle passait par là. Personne ne s'est douté de rien. L'avocat d'Amélie a tenté de discréditer Hugo. Vous mentez pour réduire votre peine. Vous accusez ma cliente de tout pour vous sauver. Mais Hugo n'est pas revenu sur ses dires. Je ne mens pas. Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Le moins que je puisse faire est de dire la vérité. Puis sont venus les experts légistes. Ils ont expliqué les résultats des autopsies, les marques sur les poignets de Mathieu, le type de traumatisme subi par Lydie, les médicaments trouvés dans les corps des patients âgés de l'hôpital. Tout confirmait la version d'Hugo. Ensuite, d'anciens collègues ont témoigné, des patients qui avaient survécu, des voisins qui avaient y vu des choses étranges. Chaque témoignage ajoutait une autre couche à l'histoire, une autre preuve de la méchanceté d'Amélie. Le procès a duré 3 semaines. Finalement, l'heure des plaidoiries finales est arrivée. Le procureur s'est levé devant le jury. Amélie n'est pas une personne qui a fait une erreur. Elle n'est pas quelqu'un qui a agi sur un coup de tête. C'est une prédatrice, calculatrice, froide. Elle a tué au moins 6 personnes, peut-être plus. Et elle l'a fait sans remords. Elle a détruit des familles,
Elle a ruiné des vies. Elle a volé un bébé à sa vraie mère. Elle a assassiné son propre mari. Et tout ça pour l'argent, pour l'ambition, parce qu'elle croyait qu'elle méritait plus que ce qu'elle avait. Elle ne mérite pas la compassion. Elle mérite la justice. Elle mérite de passer le reste de sa vie à payer pour ce qu'elle a fait. L'avocat d'Amélie a tenté de semer le doute. Les preuves ne sont circonstancielles. Ma cliente a été victime d'une campagne contre elle. Hugo Mercier est le vrai coupable. Il utilise Amélie comme bouc émissaire. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur les paroles d'un criminel avoué. Mais ça n'a pas marché. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, la tension dans la salle était palpable. Le juge a demandé le verdict. Le président du jury s'est levé. Dans l'affaire du meurtre de Mathieu Dubois, nous déclarons l'accusé coupable. Dans l'affaire du meurtre de Lydie Torres, nous déclarons l'accusé coupable. Dans l'affaire du meurtre d'Adrien Dubois, nous déclarons l'accusé coupable. Dans les cas des 3 patients âgés de l'hôpital, nous déclarons l'accusé coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. J'ai regardé Amélie, son visage ne montrait aucune émotion. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle est juste restée assise là, comme si rien de tout cela ne la concernait. Comme si elle avait accepté son sort depuis longtemps. Le juge a parlé. Amélie Richard a été reconnue coupable de 6 chefs d'accusation d'assassinat. Je la condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans pour chaque meurtre, les peines étant non cumulables en droit français, la plus lourde s'appliquant. La salle d'audience a éclaté en murmures. Je n'ai pu que fermer les yeux. C'était la fin. Amélie ne sortirait jamais de prison. Elle ne ferait plus jamais de mal à personne. La justice avait été rendue. Mais je ne ressentais pas de joie, seulement un vide profond. Car rien de tout cela ne ramènerait Mathieu. Après le procès, l'inspecteur Robert s'est approché. « Justice est faite », a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête. « Oui, mais à quel prix ?» Il a posé une main sur mon épaule. « Vous avez sauvé Isabelle. C'est ça qui est important. Vous lui avez donné une chance d'avoir une vie normale, une vie sans mensonge. » Il avait raison. Isabelle était ce qui comptait maintenant. Elle était ma raison de continuer. Je suis rentrée chez moi. Gloria m'attendait avec Isabelle. Ma petite fille jouait avec ses poupées. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi. « Mamie, où étais-tu » J'avais quelque chose d'important à faire, mon amour. Mais j'ai fini maintenant. Maintenant, je suis là avec toi. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle sentait les biscuits et le bonheur. Elle était tout ce dont j'avais besoin. Les jours suivants furent ne plus calmes. Le cirque médiatique a commencé à s'estomper. Les gens ont trouvé d'autres histoires à raconter. Je me suis concentrée sur Isabelle, sur le fait de lui donner l'enfance qu'elle méritait. Je l'ai emmenée au parc. Nous lisions des histoires avant de dormir. Nous faisions des gâteaux ensemble. Peu à peu, elle a commencé à m'appeler « maman ». Au début, ça m'a surprise. Puis, j'ai réalisé que c'était naturel. J'étais la seule figure maternelle qu'elle avait. « Maman, mamie » m'a-t-elle demandé un soir. Elle avait déjà 4 ans. Elle était allongée dans son lit. Je lui caressais les cheveux. « Bien sûr, mon amour. Tu peux m'appeler comme tu te sens le plus à l'aise. » Elle a souri. « Maman, mamie. » J'ai ri. « Maman, mamie » Elle a hoché la tête. « Parce que tu es ma mamie, mais tu es aussi comme ma maman. » Mon cœur a fondu. J'aime bien. « Maman, mamie » ça sonne parfait. Je l'ai embrassée sur le front. Maintenant, dors. Demain, nous irons au zoo. Les mois ont passé. Ils se sont transformés en années. Isabelle a grandi. Elle est entrée à l'école primaire. Elle s'est fait des amis. Elle a appris à lire, à écrire.
C'était une enfant brillante, pleine de vie. Parfois, je voyais Mathieu en elle, dans ses gestes, dans son sourire, et cela m'apportait la paix. Gloria a continué d'être ma confidente, mon soutien. Nous dînions ensemble chaque semaine. Nous parlions de tout, d'Isabelle, de la vie, de la façon dont nous avions survécu à tout ça. Tu es plus forte que tu ne le pensais, me disait-elle. Tu as sauvé cet enfant. Tu lui as donné un avenir. Un jour, quand Isabelle avait 7 ans, elle m'a posé une question que je redoutais. Maman mamie, où est mon autre maman? Celle qui m'a portée dans son ventre. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que ce moment viendrait. J'avais préparé ce que j'allais dire. Ta maman s'appelait Lydie. C'était une femme très courageuse. Elle t'aimait très fort. Pourquoi n'est-elle pas là? Isabelle me regardait avec ses yeux innocents. Parce qu'elle a dû aller au ciel. Mais avant de partir, elle m'a demandé de prendre soin de toi. De te donner tout l'amour qu'elle ne pouvait pas te donner. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Dans mon cœur, je croyais que Lydie aurait voulu que je prenne soin de sa fille. Et mon papa? Une autre question difficile. Ton papa est au ciel aussi. Il s'appelait Mathieu. Il était mon fils, et il t'aurait aimé de tout son cœur. Isabelle a réfléchi un instant. Alors tu es ma vraie mamie de mon papa. J'ai hoché la tête. Oui, mon amour, je suis ta vraie mamie. Elle a souri. J'aime bien, parce qu'alors nous sommes connectés par le cœur. Je l'ai serrée dans mes bras. Exactement, par le cœur. J'ai décidé de ne pas lui parler d'Amélie. Pas encore. Peut-être quand elle serait plus grande, quand elle pourrait comprendre. Des années plus tard, quand Isabelle a eu 16 ans, je lui ai dit toute la vérité. Elle le méritait. Nous avons pleuré ensemble. Elle a posé des questions. Elle a digéré l'information. C'était difficile. Mais à la fin, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci de m'avoir sauvée, de m'avoir donné une vie. Tu m'as sauvée aussi, ai-je répondu. Tu m'as donné une raison de continuer après avoir perdu ton père. Nous nous sommes serrés dans nos bras, et j'ai su que nous avions guéri ensemble, que malgré toute la douleur, toute l'obscurité, nous avions trouvé la lumière. La couverture qui avait tout déclenché était toujours rangée dans mon placard. Je l'avais lavée, réparée. Parfois, je la sortais. Je la regardais. Je me souvenais comment un petit objet avait découvert tant de secrets. Comment il avait été le catalyseur pour découvrir la vérité. Aujourd'hui, Isabelle a 21 ans. Elle étudie la médecine à l'université. Elle veut être pédiatre. Elle dit qu'elle veut aider les enfants comme elle. Des enfants qui ont traversé des situations difficiles, qui ont besoin de quelqu'un qui les comprenne. Je suis si fière de la femme qu'elle est devenue. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas vu Amélie jeter cette couverture à la poubelle. Si je ne l'avais pas sauvée, si je n'avais pas trouvé le téléphone. Amélie serait toujours libre. Peut-être qu'elle aurait tué plus de gens. Isabelle grandirait sous la garde d'une meurtrière. Mais le destin avait d'autres plans. Cet après-midi d'octobre, il y a maintenant 18 ans, quelque chose m'a poussé à agir. Quelque chose de plus grand que moi. Peut-être que c'était Mathieu. Peut-être que c'était Lydie qui me guidait d'où qu'il soit, s'assurant que leur fille soit en sécurité. Gloria est toujours ma meilleure amie. Elle a 83 ans maintenant. J'ai 87 ans. Nous nous retrouvons tous les après-midi pour le thé. Nous parlons du bon vieux temps, de la façon dont nous avons survécu à ce cauchemar, de la façon dont nous avons construit une nouvelle vie après l'horreur. Tu penses parfois à elle? M'a demandé Gloria un après-midi. Je savais de qui elle parlait. Amélie. Parfois, ai-je admis. Je me demande si elle a jamais ressenti quelque chose,
Un remords, une culpabilité. Gloria a secoué la tête. Les gens comme elle ne ressentent pas. Ils ne font que calculer, ils ne font que prendre. Elle avait raison. Amélie n'avait jamais montré de regret, même en prison. D'après ce que m'avait dit l'inspecteur Robert des années auparavant, elle insistait toujours sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle n'avait fait que prendre ce qui lui était dû, que le monde lui devait plus qu'il ne lui avait donné. Hugo, en revanche, a montré des remords. Il a écrit des lettres demandant pardon aux familles affodées victimes, à moi. Je n'ai jamais répondu. Je ne pouvais pas pardonner à quelqu'un qui avait aidé à tuer mon fils, mais au moins, il avait eu la décence d'admettre sa culpabilité, d'essayer d'expier ses péchés. Il est mort en prison il y a 5 ans, d'une crise cardiaque. Il n'avait que 53 ans. Quand je l'ai appris, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni tristesse. Seulement de l'indifférence. C'était un chapitre clos d'une histoire que je préférais oublier. Amélie est toujours en vie, purgeant sa peine de réclusion à perpétuité dans une prison de haute sécurité. Isabelle m'a un jour demandé si je voulais lui rendre visite, voir la femme qui avait tué son père, qui avait volé son enfance. J'ai refusé catégoriquement. Je n'ai pas besoin de la voir. Je n'ai pas besoin de ses explications. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir qu'elle est là où elle doit être, en train de payer pour ce qu'elle a fait. Isabelle a respecté ma décision. Elle n'avait aucun intérêt non plus à rencontrer Amélie. Pour elle, cette femme était un fantôme du passé, quelqu'un qui n'existait que dans les histoires, dans les avertissements sur ce dont le mal humain est capable. Sa vraie famille, c'était moi. C'était Gloria. C'étaient les amis qu'elle s'était faits, les gens qui l'aimaient vraiment. Il y a quelques mois, Isabelle m'a apporté quelque chose. Un cadeau emballé dans du papier lavande. « Ouvre-le » m'a-t-elle dit avec un sourire. J'ai déballé le paquet avec soin. À l'intérieur se trouvait une couverture, neuve, tricotée à la main, de couleur vermente, exactement la même que celle que j'avais faite tant d'années auparavant. Je l'ai faite moi-même, a dit Isabelle. J'ai appris à tricoter. Je voulais recréer la couverture qui nous a unis, celle qui m'a sauvé la vie. Les larmes ont coulé sur mon visage. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle est parfaite. C'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais offerte. Cette nuit-là, j'ai étalé la nouvelle couverture sur mon lit. À côté, j'ai sorti l'ancienne couverture du placard, celle que j'avais gardée toutes ces années. Je les ai comparées. Elles étaient presque identiques, mais cette nouvelle n'avait pas de secret caché. Elle n'avait pas de douleur cousue dans ses fibres. Elle n'avait que de l'amour. L'amour pur d'une petite fille pour sa grand-mère. « Tu sais » m'a dit Isabelle pendant que nous dînions. « J'ai pensé à Lydie, à ma mère biologique. J'aurais aimé la connaître. » J'ai pris sa main. Moi aussi. D'après ce que j'ai compris, c'était une bonne personne, courageuse, forte. Elle était seule et effrayée, mais elle aimait son bébé. Elle t'aimait. « Tu penses qu'elle serait fière de moi ?» a demandé Isabelle d'une voix tremblante. « J'en suis sûre. » ai-je répondu sans hésiter. Elle serait incroyablement fière de la femme que tu es, de tes accomplissements, de ton bon cœur. Je crois que d'où qu'elle soit, elle veille sur toi. Elle te protège, tout comme ton père, Mathieu. Isabelle a souri à travers ses larmes. Et toi, maman mamie, es-tu fière de moi? J'ai regardé dans ses yeux qui me rappelaient tant mon fils. Plus que fière. Tu es la raison pour laquelle je suis encore là. La raison pour laquelle chaque jour en vaut la peine. Tu m'as sauvée autant que je t'ai sauvée. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai tenu les 2 couvertures, l'ancienne et la nouvelle. J'ai pensé à tout le chemin parcouru,
à la douleur, aux pertes, aux secrets que j'avais découverts, à la justice que j'avais obtenue et à l'amour que j'avais trouvé au milieu des ténèbres. L'ancienne couverture avait été mon guide, ma carte vers la vérité. Elle avait contenu le secret qui a démasqué un monstre, qui a sauvé un enfant innocent, qui a rendu justice aux morts. C'était plus qu'une simple couverture. C'était un symbole de vérité, de résilience, d'amour maternel. Et maintenant, la nouvelle couverture représentait l'avenir. Un avenir sans mensonge, sans douleur, sans sombre secret. C'était la promesse qu'Isabelle aurait la vie qu'elle méritait. Pleine d'amour, d'opportunités, d'espoir. 2 couvertures, 2 histoires, une famille. Je me suis levée du lit, je suis allée dans la chambre d'Isabelle. Elle dormait, respirant doucement. Je me suis approchée. Je lui ai caressé les cheveux. Je l'ai embrassée sur le front. Je t'aime, mon enfant, ma raison de vivre. Elle a murmuré quelque chose dans son sommeil. Je n'ai pas compris quoi, mais elle souriait. C'était suffisant. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis allongée. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fait de cauchemar. Je n'ai pas rêvé d'Amélie, ni de Mathieu tombant dans les escaliers, ni de Lydie criant. J'ai rêvé de paix, d'un jardin plein de fleurs, d'Isabelle riant, de l'avenir. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, le soleil entrait par ma fenêtre. Isabelle était déjà levée, préparant le petit déjeuner. Ça sentait le café et le pain grillé. « Bonjour, maman-mamie » m'a-t-elle saluée. « Bonjour, mon amour. » Je me suis assise à table. Je la regardais se déplacer dans la cuisine. Si pleine de vie, si forte, si différente de l'enfant effrayé que j'avais sauvé des années auparavant. Elle avait grandi. Elle était devenue quelqu'un d'incroyable, et j'avais eu le privilège de le voir, de faire partie de son histoire, de l'aider à écrire une fin différente de celle qu'Amélie avait prévue. « À quoi penses-tu » m'a demandé Isabelle en me versant du café. J'ai souri. « À la chance que j'ai de t'avoir, d'avoir trouvé cette couverture ce jour-là » Isabelle s'est assise en face de moi. « J'y pense aussi. Comment un objet aussi simple a tout changé. Il m'a sauvé la vie. » « Ce n'était pas la couverture, » lui ai-je dit. « C'était toi, ton existence, l'amour que ton père ressentait pour toi. C'est ce qui m'a donné la force de chercher la vérité, de ne jamais abandonner. » Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Nous avons parlé de ses projets, de l'université, de ses rêves, et j'ai senti que Mathieu était là avec nous, fier, heureux. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté pendant des années. Je suis allée au cimetière, sur les tombes de Mathieu et de Lydie. Elles se trouvaient dans des sections différentes, mais je leur ai rendu visite à toutes les 2. J'ai apporté des fleurs, des lilas pour Mathieu, des roses blanches pour Lydie. Je me suis agenouillée devant la tombe de mon fils. « Bonjour, mon amour. Isabelle va bien. Elle grandit, belle, forte, intelligente. Je sais que tu serais fière d'elle. Je fais de mon mieux. J'essaie d'être pour elle ce que tu aurais été. Tu me manques tous les jours, mais je continue pour elle, pour toi. » Puis, je suis allée sur la tombe de Lydie. Elle était plus simple. Moins de fleurs, moins de visiteurs. « Bonjour, Lydie. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je prends soin de ta fille. Je l'aime comme si elle était la mienne. Elle est merveilleuse. Elle a hérité de ta force, de ta bravoure. Je veux que tu saches qu'elle est en sécurité, qu'elle est heureuse, qu'elle ne manquera jamais d'amour. » Le vent a soufflé doucement. Il a fait bouger les feuilles des arbres voisins. J'ai ressenti une paix étrange, comme si tous les 2 me remerciaient, comme s'ils savaient que j'avais tenu ma promesse, que j'avais protégé Isabelle, que je lui avais donné la vie qu'elle méritait. Je suis rentrée chez moi.
alors que le soleil commençait à se coucher. Isabelle m'attendait avec le dîner prêt. Nous avons mangé ensemble. Nous avons ri. Nous avons raconté des histoires. Et quand il a été l'heure de se coucher, je suis allée dans ma chambre. J'ai pris la nouvelle couverture, celle qu'Isabelle m'avait offerte. Je me suis enveloppée dedans. Et en fermant les yeux, j'ai pensé à tout ce que cette simple couverture représentait. L'ancienne avait gardé des secrets. Elle avait exposé des mensonges. Elle avait apporté la justice. La nouvelle gardait des promesses, des espoirs, un amour inconditionnel. Toutes deux faisaient partie de notre histoire, de notre parcours. Et en regardant les étoiles à travers ma fenêtre, j'ai compris quelque chose de profond. Que la mémoire ne s'efface jamais. Que les secrets trouvent toujours un moyen de sortir. Que la vérité, bien que douloureuse, est toujours meilleure qu'un mensonge. Et que l'amour, le vrai, survit à toute obscurité. La couverture avait été le début, mais Isabelle était la fin. La fin heureuse qu'aucun de nous n'attendait. Le miracle qui est né de la tragédie. Et en m'endormant, j'ai murmuré une dernière prière pour Mathieu, pour Lydie, pour Adrien, pour toutes les victimes d'Amélie. Reposez en paix. Votre sacrifice n'a pas été vain. Isabelle vit. Isabelle s'épanouit. La justice avait été rendue. La paix avait été trouvée, et un nouvel avenir, tissé de fils d'amour et de résilience, s'étendait devant nous, aussi chaud et réconfortant qu'une couverture tricotée main.